Bonsoir à tous et bienvenue. Amadou Soumaoro a été réélu aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP a été élu avec 185 voix devant la candidate du PDCI-RDA qui représentait l'opposition politique, Nzinda Foué-Eliane, qui a récolté, elle, 85 voix. Nommé vendredi dernier, le nouveau Premier ministre ivoirien Patrick Achi a pris fonction ce mardi. Il a reçu officiellement les charges de la coordination de l'action gouvernementale des mains de son successeur au secrétariat général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Vous entendrez le chef du gouvernement dans ce journal. Et puis à l'étranger, cette affaire franco-malienne, 6 jeunes tués jeudi dans le nord-est du Mali dans une frappe décrite par la force Barkhane comme visant des terroristes, alors que des notables locaux parlent de simples chasseurs tués alors qu'ils traquaient le gibier. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'une intervention aérienne donne lieu à des versions aussi opposées de la part de l'armée française et de locaux. Amadou Soumaoro rempile à la tête du Parlement ivoirien. Le président sortant de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été réélu aujourd'hui à la tête de l'institution lors de la séance inaugurale. Le candidat du RHDP a été élu avec 185 voix devant la candidate du PDCI-RDA qui, elle, représentait l'opposition politique, Nzinda Foué-Eliane, qui a récolté 85 voix, comme nous le montrent Salif Yalekwe et Arona Zeba. À l'issue du vote, le candidat Amadou Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro à la tête de l'Assemblée nationale pour 5 ans. Le député élu dans la circonscription de Séguéla sous-préfecture, président sortant, a remporté l'élection avec 158 voix, soit 63,97%, face à Eliane Nzinda du PDCI-RDA, candidate de l'opposition, créditée de 85 voix, soit 34,41%. 4 bulletins blancs ont été enregistrés au cours du dit scrutin. Je voudrais remercier tous les députés, ceux qui ont porté leur voix sur moi pour m'élire en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Vu que la rentrée parlementaire est dans 2 jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Le bureau de séance était présidé par le doyen d'âge des députés Diawara Mamadou, selon les dispositions légales. Il était à cette occasion assisté par les plus jeunes députés, à savoir Youssouf Doumbia et Nayakari Zamblé. Avant cette élection, l'opposition entendait se faire entendre à travers un préalable quant au déroulement du scrutin. Toute chose qui a été rejetée par le président de séance pour qui cette revendication ne figurait pas dans les points de l'ordre du jour. À l'issue de cette séance inaugurale, les députés se sont exprimés sur la tenue des travaux. La présence de l'opposition politique est saluée dans ce tout nouveau Parlement. Je suis très heureux de me retrouver au Parlement. On s'est battu pour être là parce qu'on a une vision, on a une ambition. Nous voulons servir les Ivoiriens et le Parlement est le cadre idéal pour parler des Ivoiriens et nous sommes là pour ça. En participant au débat, en veillant à ce que les lois qui sont votées ici soient conformes à ce que nous voulons pour les Ivoiriens et donc ne pas rester les bras croisés. Ce qui s'est passé au cours de ces échanges, c'est l'expression véritable de la démocratie. Il y a eu plusieurs candidatures. Il y en a qui se sont retirés, des candidats qui se sont retirés. Et finalement, il est resté 2 candidats en liste. Et librement, les députés ont voté. Je voulais saluer cet esprit démocratique des députés de Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de bonheur, nous retrouvions les anciens élus comme moi. Et beaucoup d'enthousiasme aussi que nous accueillons les nouveaux élus, que nous félicitons. Et notre mission, c'est, n'est-ce pas, de porter la voix du peuple.
et puis mettre l'accent sur le contrôle de l'action gouvernementale qui est véritablement notre mission au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pensons que, comme pour les élections nationales à l'Assemblée, on doit renforcer le secret du vote en utilisant le bulletin unique. Voilà, c'était l'objet du préalable qui a été refusé, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. C'était super, voilà, parce que en tant que la plus jeune députée, j'étais sur la table de séance, donc j'ai participé, donc j'étais très heureux, en tout cas c'était bien. Pour les prochains mois à venir, on peut dire que nous allons aussi voter nos lois, voilà, nous allons aussi imposer nos lois en tant que jeunes, et on peut dire que c'est la jeunesse qui prendra le dessus. Cette élection montre une fois de plus la maturité de la classe politique ivoirienne, parce que l'Assemblée nationale est l'endroit par excellence de la démocratie. Aujourd'hui, nous avons eu une opposition parlementaire responsable qui avait un candidat ou une candidate qui allait jusqu'au bout du processus. C'est de cette démocratie dont nous rêvons pour notre pays et nous pensons que l'Assemblée nationale pour cette législature donnera le ton afin que nous ayons une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée où on fait la politique avec beaucoup d'élégance. Du côté de l'exécutif, le nouveau Premier ministre ivoirien, Patrick Kachi, a pris fonction ce mardi. Il a reçu officiellement les charges de la coordination de l'action gouvernementale des mains de son successeur au secrétariat général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Les précisions de Thiemé Dandje et Fulgence Kissidou. Patrick Kachi, désormais installé dans ses fonctions de Premier ministre. 5 jours après sa nomination, il a reçu officiellement les charges de la coordination de l'action gouvernementale des mains du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Dans son adresse, le chef du gouvernement dit mesurer l'immensité des charges et prend des engagements. Je mesure pleinement l'immensité de cette charge et la profondeur de la confiance dont il me gratifie. Je ne ménagerai aucun effort, jamais, pour demeurer à la hauteur de cette noble mission. J'aborde donc mes fonctions de Premier ministre dans cet esprit d'approfondissement des chantiers ouverts, avec pour objectif majeur la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société du président de la République. Pour sa part, Abdourahmane Cissé, qui a présidé la cérémonie de remise des charges, voit une suite logique dans son accession à ce haut poste de l'État. Vous êtes un homme de conviction et de résultats. C'est donc à juste titre que le président de la République vous a choisi pour coordonner l'action gouvernementale. Il s'agit d'une lourde responsabilité, compte tenu de l'excellent travail déjà réalisé par feu les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Et aussi, compte tenu des défis à relever pour améliorer les conditions de vie de nos populations et trouver de l'emploi pour nos jeunes, conformément à la vision du président de la République. Nous n'avons aucun doute que vous réussirez, sous l'autorité du chef de l'État, votre mission à la tête du gouvernement. Notons que la composition du tout nouveau gouvernement proposé par Patrick Kachi est attendue dans les prochaines heures. À ce propos, les consultations et tractations vont bon train. Section de voie annexe du projet de construction du CHU d'Abobo, la route Cocoterre, engrais Pétro-Ivoire, 2 mois après le bitumage du tronçon d'une dizaine de kilomètres, tourmente les riverains au cœur de leur infortune, la récurrence des accidents de la circulation en lien avec l'imprudence des automobilistes et motocyclistes qui en ont fait une voie privilégiée pour leur rodéo. Leur salut, la pose de bandes rugueuses et de passages courtés, mais toutes les démarches entreprises par les résidents sont restées vaines. Un reportage de Thiemé Dandje et Fulgence Kissidou. Nationale 38, elle rallie les quartiers Anador, Cocoterre d'Abobo et engrais Pétro-Ivoire de Cocody. Depuis janvier dernier, la piste poussiéreuse fait place à une voie bitumée. Automobilistes et motocyclistes s'y adonnent à cœur joie à la vitesse excessive. La situation perturbe le sommeil de ces riverains. 8 heures, les voici déjà réunis pour entrevoir la conduite à tenir. Sur la table, des notes de saisine.
Nous, syndicats des copropriétaires et résidents du quartier Anador Cocotéret, venons par la présente à solliciter auprès de votre haute bienveillance la pose de cassis ou d'odane sur la nationale numéro 38 pour permettre à nos enfants de traverser facilement la voie pour se rendre au groupe scolaire d'excellence Children of Africa Dominique Ouattara et le groupe scolaire Nanti Dabobo. Ces courriers sont toutes restées lettres mortes, au désarroi du syndic qui, sur le terrain, déplore de nouveaux cas d'accident. Le vendredi 23, une femme qui traversait aussi a été renversée par une personnelle. Et la dame a eu vraiment plusieurs fractures. Elle se trouve actuellement hospitalisée à Hachma où elle doit subir une opération. Au deuxième étage de cet immeuble, à quelques mètres de l'école d'excellence Dominique Ouattara, vit l'une des victimes, un élève de 8 ans en classe de CE2, fauché par un chauffard. J'ai quitté l'école lundi le 15 soir. J'étais en train de traverser, la voiture venait vite et puis m'a renversé. Les parents, eux, une semaine après, restent sous le choc du grave accident. J'étais assis tout juste en bas du bâtiment, je prenais des laits et des amis de classe se sont approchés de moi, comme quoi mon fils a été percuté par un véhicule au carrefour du marché. Je me suis rendu sur le lieu et j'ai constaté l'état dans lequel mon fils se trouvait. Mon enfant n'était pas reconnaissable. Il était dans un état vraiment critique. Il a eu double fracture ouverte avec une os qui était là. Donc, on dit que c'est un peu délicat. On va voir si, après la radio, si rien n'est fait, ils vont le ramener encore au bloc pour des coups. C'est pas tout le temps il est bien. Ça va un peu, il peut être bien tout à l'heure. Arrivé un moment, il commence à se plaindre, il pleure qu'il a mal. Donc c'est dans ça nous sommes. Victimes, syndicats, riverains, tous n'ont qu'un seul vœu. Nous demandons aux autorités compétentes de nous faire des cassis d'odane sur cette voie et même des passages piétons. On n'a pas de voiture, on veut des barrières. On veut quand même des barrières pour nous protéger. De part et d'autre de la voie, il y a des établissements. Il y a le groupe scolaire de la première dame, Dominique Ouattara. Là, c'est pas bon. C'est un établissement de prestige. Les enfants quittent de l'autre côté de la voie pour aller dans cet établissement. Beaucoup de choses peuvent arriver. Pour ne pas qu'on arrive encore à d'autres catastrophes, moi, je pense que les autorités doivent prendre des mesures, vraiment, pour que les parents soient quand même dans la tranquillité. Le tronçon au cœur du tourment des riverains est une section de voie annexe du projet de construction du CHU d'Abobo. Un ouvrage cher au défunt Premier ministre et maire de la commune Ahmed Bakayoko qui envisageait d'en faire le plus grand centre hospitalier du pays. Au moment où la pandémie de Covid-19 ralentissait la croissance de certaines activités économiques, d'autres business liés aux mesures barrières ont connu un boom. Beaucoup se sont reconvertis dans la vente de gel-mains et de cache-nez, vous vous en souvenez. À l'heure où le respect des mesures barrières est de plus en plus négligé, le business autour du Covid-19 semble de moins en moins fructueux. Nadia Edja, Eric Kimon. Opportunité d'affaires. Dès l'apparition de la Covid-19 dans le pays, la vente d'articles de protection contre ce virus connaît une baisse selon les petits commerçants. Depuis ce matin, Ami Diakité peine à convaincre les passants à acheter ses cache-nez. Elle, qui commercialisait 4 paquets de 50 masques par jour, se retrouve à en vendre moins de la moitié. Dans le corona, on prend 4 paquets, 5 paquets, ça marche. Mais maintenant, même si on a pris 4 paquets, ça peut faire 2 jours. Ça ne bouge pas. Souvent, il y a les gens, quand ils rentrent dans les sociétés, ils sont obligés de porter cache-nez. Donc, il y a un qui sort dedans. Une situation qu'elle explique par la négligence des mesures de restriction par les populations en dépit du virus toujours en circulation. Maintenant, les gens portent plus. Souvent, mais quand on dit cache-nez, on nous demande est-ce qu'il y a corona, que corona est fini. Si le port du cache-nez est moins courant dans les rues, certains lieux tels que les établissements hospitaliers continuent d'en exiger le port. C'est donc devant le CHU de Trècheville que Rodrigue et plusieurs autres vendeurs se sont installés. Grâce à ce positionnement, ils font relativement de bonnes affaires. Ça continue de marcher, surtout au niveau d'ici. Par ici, nous sommes en face du CHU. Donc, comme on appelle là, on peut dire
chose. Ça sort au niveau d'ici. Il faut forcément ça pour rentrer dans le CHU. Devant le CHU, les gens arrivent à payer un peu parce qu'ils se disent quoi? C'est au sein de l'hôpital qu'ils s'en vont. Comme tous les Ivoiriens, ces commerçants souhaitent la fin de la pandémie. Mais pour eux, l'utilisation du masque et du gel désinfectant ne devrait pas se limiter à la lutte contre le coronavirus. C'est pas forcément, il faut avoir la maladie, à cause de la maladie, on doit payer cash ou bien gel. Gel même, ça existait avant le corona. Donc les gens doivent payer gel, les gens doivent payer cash. Eux-mêmes, c'est pour eux-mêmes leur protection. À ce jour, le port du cache-nez et les gestes barrières comme recommandés par le gouvernement sont toujours de rigueur. La lutte contre la propagation du Covid-19 continue avec la phase des vaccinations qui a démarré depuis ce 1er mars. Pour mieux cerner le potentiel de la diaspora ivoirienne, le gouvernement a décidé d'initier un projet pilote de cartographie de la diaspora via une plateforme en ligne. Celle-ci devrait permettre d'acquérir des données détaillées, quantifiables et sûres sur la diaspora du pays, projet appuyé par l'Organisation internationale des migrations, un sujet de Yeli Traoré et Tanguy Conan. Les Ivoiriens résidant à l'extérieur constituent une communauté importante, estimée à environ 1 240 000 personnes à travers le monde, soit 5,4% de la population ivoirienne. Cette communauté représente un levier potentiel pour contribuer au développement au pays, d'où la nécessité de la doter d'un outil performant de cartographie. Il est nécessaire d'avoir des données fiables sur la diaspora ivoirienne si l'État veut apporter des réponses à l'ensemble des problèmes de la diaspora, de sorte à la faire mieux contribuer au développement socio-économique de notre pays. C'est pour cela que cet outil a été lancé. Pour l'instant, il concerne 3 pays pilotes, la France, les États-Unis et le Sénégal. Mais notre ambition est d'étendre cet outil à l'ensemble de la diaspora ivoirienne, pas seulement au niveau où la Côte d'Ivoire a des représentations diplomatiques, mais permettre à la diaspora de rester chez elle et de se faire identifier, de sorte que nous ayons une bonne image, beaucoup plus proche de la réalité, de la taille de la diaspora et de ses caractéristiques. Le projet est sur un financement initial de $200 000 de l'Organisation internationale pour les migrations à travers leur fonds de développement. Et à la suite de cela, l'État prend le relais quant à l'hébergement du site sur les années à venir. C'est dans ce cadre qu'un consultant a été commis pour procéder à l'analyse des différentes données existantes sur la diaspora et proposer une méthodologie de collecte de données en vue de la mise en place d'une plateforme en ligne, avec le concours financier de l'OIM. Le choix de ces 3 pays a été fait conjointement avec le ministère pour bien évidemment des raisons de quantité de personnes qui se trouvent dans ces pays-là et surtout pour des raisons de budget et de temps. Il fallait limiter à 3 pays et c'était les pays qui étaient plus touchés par cette présence de la diaspora ivoirienne. Le site internet issu des travaux de collecte de données dénommé diaspora.ci est déjà fonctionnel et accessible au lien www.diasporacotedivoire.org. Les premières inscriptions des Ivoiriens de la diaspora ont été déjà enregistrées. Des images de la sélection ivoirienne de football qui s'est imposée cet après-midi 3-1 face à son homologue de l'Éthiopie au terme d'un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 dans le groupe K disputé au stade Alassane Ouattara d'Ebempe dans le nord d'Abidjan. Les buteurs ivoiriens sont Yohan Boli, Franck Kessié et Jean-Évrard Kouassi. Cette confrontation a été marquée par un malaise de l'arbitre ghanéen à une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Belle performance des Ivoiriens qui étaient déjà qualifiés après leur victoire au Niger vendredi dernier avec 3 réalisations également. On termine à l'étranger avec cette affaire franco-malienne. 6 jeunes tués jeudi dans le nord-est du Mali dans une frappe décrite par la force Barkhane comme visant des terroristes, alors que des notables locaux parlent de simples chasseurs tués alors qu'ils traquaient le gibier. C'est la 2e fois en quelques mois qu'une intervention aérienne donne lieu à des versions aussi opposées de la part de l'armée française et de locaux. Yeli Traoré. Accusée depuis des semaines de bavure, l'armée française affirme qu'elle a visé des djihadistes qui organisaient un rassemblement à Talatay, localité entre Gao et Ménaka. Mais la version de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, est tout autre. Le président de l'association culturelle malienne, Jeunesse Tabital, Poulakou, réagit à l'enquête de l'ONU. Dieu merci, la MINUSMA vient de publier son rapport.
nous donnant raison à 100%. À 100%, pourquoi? Parce que nous avons signalé depuis le début qu'il y a eu 19 victimes, tous des civils, de Pelletier. Et aujourd'hui, le rapport confirme qu'il y a 19 personnes civiles tuées par la force Barkhane. Donc aussi, nous savons aussi qu'à 90% les rapports est satisfaisant. L'enquête de l'ONU vient renforcer la thèse de la bavure défendue également par les populations locales. Apparemment, les jeunes tiraient sur des perdrix ou, je ne sais pas moi, peut-être des lapins avec un fusil de chasse. Et pendant qu'ils sont dans ce comportement festif, il y a une frappe aérienne qui vient les écraser, y compris leurs 3 motos. Voilà ce qui s'est passé. La MINUSMA recommande aux autorités maliennes et françaises de diligenter une enquête indépendante, crédible et transparente. Elle préconise d'examiner le processus préalable aux frappes, voire de les modifier. Elle recommande aussi aux Français et aux Maliens de chercher à établir les responsabilités et d'octroyer, le cas échéant, une réparation aux victimes et à leurs proches. Le ministère français des Armées a de nouveau refuté toute bavure. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À très vite.